Merci beaucoup, Annie-Claude. Merci d'être venue en si grand nombre. On est très, très heureux d'être ici. À vrai dire, aujourd'hui, je vais laisser toute la place à Caroline parce que je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, le projet. Ça fait très longtemps, ça fait comme 3 ans, le directeur de Capsana. Capsana, d'abord, il faut savoir que c'est une grande firme qui font des campagnes de prévention depuis très longtemps. Ils font les campagnes de prévention tabagique, j'écrase, j'arrête, que vous avez peut-être déjà vu, le défi santé 530. Et à un moment donné, Guy Desrosiers a eu l'envie d'ajouter dans les saines habitudes de vie l'aspect d'écran. Et donc, il était venu me rencontrer en disant « Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Vous me connaissez, il ne faut pas m'offrir une porte. » Adèle l'a bien dit, pour les joueurs de poker, je saute dedans. J'ai dit « Ben oui, moi, ça m'intéresse de collaborer, de réfléchir à cet aspect-là, plus aspect prévention, s'il y a des projets de recherche. » Donc, ils ont eu une très belle subvention du secrétariat à la jeunesse pour développer une campagne en prévention on pourrait dire de la cyber, on pourrait dire de l'hyperconnectivité, donc on peut le nommer un peu comme on souhaite, là, mais donc de l'utilisation des écrans. Et donc est née la campagne « Pose ton écran », puis c'est de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. Donc on va passer assez rapidement, je reviendrai pas sur, on peut peut-être enlever mes affaires, sur combien de monde sont sur les écrans, puis comment ça fait partie de notre quotidien et tout ça, parce que je pense que c'est pas ça que vous avez envie de savoir. Je pense que vous avez plutôt envie de connaître un petit peu comment la campagne est née, parce qu'elle est née cette année, donc c'est quand même rare qu'on a la chance de présenter des données qui n'ont jamais été vues. Puis, grâce à ce projet-là, donc Pose ton écran, eh bien, on a fait une cueillette de données pour documenter un petit peu plus les 18-25, qui est un groupe d'âge que l'on ne connaissait pas du point de vue un peu sociaux des mots. Donc, on pourra vous parler un tout petit peu, mais je veux surtout laisser le temps à Caroline de vous parler. Voici c'est quoi la campagne, pourquoi ils ont choisi comme ça, comment ils l'ont développée, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, ils ont fait 2 volets cette année, fait que je pense que je vous laisse toute la place. Et Caroline Campeau est donc maintenant coordonnatrice à Capsana, mais elle a aussi été mon étudiante à la maîtrise en intervention en toxicomanie. Fait que c'est quand même très cool qu'elle soit avec moi. Puis j'avais Adèle aujourd'hui. Là, j'ai plein de mes nouveaux étudiants. Fait que je suis enchantée de pouvoir collaborer de plusieurs façons avec mes étudiants. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, j'ai eu le privilège, ça fait 1 an, en fait, mardi, que je travaille sur ce nouveau projet-là, la campagne Pause. Et donc, c'était tout un défi. Là, comme Magali l'a mentionné, Capsana s'occupe de plusieurs campagnes sociétales. Ça, c'est vraiment leur expertise, tout ce qui est promotion de la santé. Et le défi était finalement de créer une campagne qui allait faire la promotion de l'utilisation équilibrée de l'Internet, de prévenir tous les risques liés à l'hyperconnectivité, mais de définir aussi, les gens étaient très conscients de qu'est-ce que c'était la cyberdépendance, mais pas nécessairement de ce qui s'applique à tout le monde, parce que le but était de faire une campagne de prévention universelle, donc qui ne touche pas nécessairement la personne qui a déjà la problématique, mais qui aide et outille toutes les jeunes, toutes les familles finalement à mieux utiliser, à adopter une saine utilisation finalement d'Internet et des écrans. En fait, il faut bien penser que la campagne est visée pour les feux verts et au pire les feux jaunes. Hein? Mais on n'est pas du tout dans les feux rouges. C'est pour ça que tout le vocabulaire, pathologie et tout ça est un peu est enlevé là, de cet aspect-là, de l'aspect campagne. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est des choix qu'on a dû faire aussi au début. Il faut comprendre aussi qu'on a parti avec un comité d'experts qui était présidé par Magali. On a voulu aller voir vraiment ce que la recherche disait, aller faire une recension des campagnes aussi de prévention qui existaient ailleurs, les initiatives inspirantes, essayer de voir comment que nous, on pouvait se situer dans tout ça. Et le but aussi n'était pas nécessairement de faire quelque chose qui allait inciter à se débrancher pendant un moment X, qui peut être intéressant aussi, mais c'était plus d'apprendre, d'apprivoiser, d'apprendre à l'utiliser, profiter des avantages sans nécessairement subir les méfaits, les désavantages. Donc ça, c'était vraiment l'angle qu'on avait pris. On s'est fait financer par le secrétariat à la jeunesse, donc de créer une campagne de prévention, d'aller réunir, aller chercher la collaboration d'experts, d'organisations aussi reconnues en prévention pour pouvoir s'abreuver, si on veut, à leur connaissance et en faire une campagne universelle et créer des outils pour les jeunes, pour les parents, pour aussi les milieux de vie. Donc, c'était pas juste, on voulait toucher le jeune, mais par différentes façons, on a réussi à faire agrandir même la cible du secrétariat à la jeunesse qui, normalement, vise plus adolescents et jeunes aux parents d'adolescents aussi. Donc, en disant que c'est important aussi d'outiller les parents parce que c'est là que ça commence, l'encadrement à la maison, les valeurs à la maison. Avant d'arriver à parler à un jeune de 18 ans, il faut travailler en amont, finalement.
et de faire un projet pilote en milieu de vie. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et le projet de recherche, finalement, d'évaluer les habitudes, parce que c'est quelque chose qui était peu connu. Là, de plus en plus, il y a des études qui ressortent pour les habitudes numériques, mais à ce moment-là aussi, on voulait avoir un temps zéro. Qu'est-ce que ça avait de l'air, l'utilisation des jeunes de 18-24? Je vais passer beaucoup plus de temps à vous parler, en fait, de la phase 18-24, parce que comme je mentionnais, ça s'est fait, comme en fait Magali a mentionné, ça s'est fait en 2 phases. Donc nous, on voulait parler aux jeunes de 18-24 et aussi parler aux parents. Mais pour avoir une campagne de prévention qui est efficace, on ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment choisir le destinataire, c'est qui, comment, quel langage qu'on adopte. Donc on a fait une campagne qui était dédiée uniquement aux 18-24 avec des codes qui étaient connus, compris finalement de la cible. Et après ça, on a adapté le site, la campagne média, multiplateforme, tout ça aux parents spécifiquement. Donc, c'est 2 volets que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais je vais passer plus de temps sur la campagne jeune parce que la campagne jeune a eu lieu en novembre, tandis que la campagne parents, c'était du 15 avril. Donc, je n'ai même pas les données finaux nécessairement de l'impact finalement de la campagne parents. Alors, le but était d'aider les jeunes, les jeunes adultes, les adolescents à comprendre aussi, à avoir une réflexion plus critique par rapport à leur utilisation, à faire le point aussi, développer des capacités, une capacité d'autocontrôle, comprendre l'importance aussi, avant aussi de faire le point, comme a été mentionné tantôt, c'est de juste s'arrêter. Je pense que c'est Adèle qui mentionnait, juste une fois par année de s'arrêter, de faire le point sur son utilisation, c'est quelque chose aussi qu'on voulait sensibiliser les gens à l'importance de faire ça et soutenir les parents aussi et les milieux de vie, comme je mentionnais. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Donc, alors les deux, on avait 2 objectifs qui étaient complètement séparés, d'où la nécessité d'avoir utilisé le budget, l'avoir séparé pour parler à 2 cibles différentes, comme je mentionnais. Donc, d'aller toucher les 18-24, plus jeunes, centres de formation professionnelle, cégep, universitaire aussi, ou tout jeunes de 18-24, les informer d'une manière qui leur parlait à eux, les motiver aussi. Quoique on a réalisé avec l'étude qu'on a faite qu'ils étaient quand même très conscients que l'utilisation d'Internet, des écrans, des jeux vidéo et tout ça avait un impact dans leur vie. Ils en étaient conscients de ça et voulaient diminuer ça. C'était un désir qui était déjà présent. Donc, on parlait à une cible qui était consciente, mais là, de ne pas être moralisateur non plus, puis d'emmener le message d'une manière qui, c'est ça, qui faisait que ça allait être adopté finalement. En fait, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur comment le désir, il y a des affiches là-dessus qui ont été faites, donc de Mia Pépin qui a travaillé un petit peu plus, mais c'est vraiment intéressant de voir comment ils ont un grand désir de changer et plusieurs sont préoccupés, puis il y a plusieurs qui pensent qu'ils ont un problème, ce qui ne veut pas dire du tout qu'ils ont un problème, mais il y a comme une sorte de culpabilité, puis c'est clair que cette culpabilité-là qui est très importante vient un peu teinter nos instruments parce que nos instruments détectent un peu, est-ce que tu penses que tu as un problème de dépendance? Et des fois, on va peut-être aller, il y a toujours ce danger de surpathologiser parce que les gens se sentent coupables ou sont préoccupés, peut-être c'est peut-être pas tout à fait juste. Donc, de développer des outils pour avoir une conscience plus nuancée de son utilisation, c'est une bonne chose parce que ça va faire qu'on ne criera pas au loup pour rien. Que ceux qui vont se présenter, effectivement, ça va être nos feux rouges pour de vrai et non pas des feux jaunes dont les parents ou eux-mêmes sont inquiets. Tout à fait. Pour ce qui est des parents, on a pris une approche un petit peu différente. Au début, on a beaucoup pensé aussi, on peut, oui, les outiller à aider leur adolescent, mais il y avait aussi un volet avant d'intervenir auprès du jeune, il faut donner l'exemple. Puis ça, c'est très important. C'est quelque chose qui revenait, puis même dans les petits focus groups qu'on avait fait avec les adolescents, ce qui ressortait, c'est, ma mère est pas mieux, c'est la même chose, c'est la première à sortir son cellulaire à l'heure du souper. C'est des exemples d'anecdotes qu'on entendait. Donc, on s'est dit, on va aussi les inviter eux-mêmes à essayer d'évaluer l'utilisation, l'impact que ça a sur eux, sur leur famille, qu'est-ce qui se passe aussi à la maison, quelles valeurs sont véhiculées par rapport à l'utilisation des écrans et tout ça. Et après ça, les outiller à intervenir et montrer ce chemin-là finalement à leur ado et proposer des solutions là, concrètes pour établir un encadrement finalement à la maison. Parce que contrairement à d'autres campagnes de prévention dans les substances où est-ce que les gens connaissent bien les normes, où il y a quelque chose de bien établi, de savoir quand on a un problème, ici on n'est pas du tout là-dedans, donc on est plutôt dans une population qui se questionne à savoir est-ce que j'en fais trop ou est-ce que j'en fais pas. Donc, quelque chose en termes de pré-contemplation. Donc, c'est important, cette campagne-là. Donc, on est dans une première vague. C'est la première qui existe au Québec, mais également au Canada. Donc, de dire, OK, comment on va faire pour augmenter cette conscience-là? Donc, c'est vraiment une première étape qui était ciblée. Tout à fait.
Même aux États-Unis, il y avait quelque chose qui existait, qui était Common Sense Media, qui a fait une campagne sur les repas sans écran, puis on s'est beaucoup inspiré quand même de ce qu'ils ont fait. Et ils ont choisi un message spécifique qu'ils envoient comme à répétition de plein de différentes manières à chaque fois qu'ils refont leur campagne. Mais c'était intelligent, c'était bien pensé, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'eux avaient fait, mais c'est sûr, même au Canada, il n'y a pas grand-chose qui était fait à ce niveau-là. Donc, c'était de développer, c'est ça, une approche adaptée à la réalité. On veut pas, c'est vraiment loin de nous de dire, de démoniser l'Internet. Là, il y a plein de bienfaits. On s'en va dans une ère encore plus numérique avec le cadre de référence numérique qui va être intégré dans les milieux scolaires. Donc, ça va être encore plus que ce l'est aujourd'hui. Les jeunes sont nés connectés. C'est un outil de développement. Ils peuvent s'accomplir de plein de manières. Tout ça, c'est très vrai, mais là, maintenant, avec tous les bienfaits, on le sait que de l'autre côté aussi, il y a des effets sur l'aspect, la santé psychologique, la santé physique, aussi toute la sphère sociale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur parler sans démoniser, sans les moraliser non plus, mais plus les informer, les éduquer à mieux comprendre aussi tout ce qui était l'attrait des écrans, l'autre côté de la médaille, les gens qui sont derrière, qui sont aussi là pour capter notre attention, donc être conscient de tout ça, mieux se protéger finalement face à cet outil-là. Il y a eu beaucoup de brainstorming, beaucoup de lecture sur ce sujet-là pour trouver un ton, trouver l'angle de communication qu'on a utilisé, les termes. On a choisi hyperconnectivité parce qu'on voulait pas non plus mettre l'accent sur la cyberdépendance. On voulait parler, comme je mentionnais, à tout le monde. On est tous dans le même bateau. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel moyen qu'on peut prendre, c'est ça, pour se protéger face à ça et en faire une utilisation saine. Et dédramatiser finalement le phénomène de la cyberdépendance parce qu'il y avait beaucoup de parents qui, comme Magali mentionnait, semblaient penser qu'il y avait une cyberdépendance qui était présente, mais au niveau vraiment de conséquences sévères, c'est pas nécessairement le cas, mais ça veut pas dire que le jeune n'est pas nécessairement à risque ou il vit pas nécessairement des méfaits. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à ce moment-là sans que ça devienne nécessairement pathologique, puis aussi peut-être rediriger en fait son parcours dans tout ça. En fait, la campagne a été construite à partir à la fois de la littérature scientifique, à la fois aussi de focus group qu'ils nous ont mené. Puis dans le projet WebAdo, on avait demandé aux 90 jeunes qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour la prévention. Donc, un peu comme on le fait avec Poker. Puis ces analyses-là ont été... donc, on avait fait un rapport sommaire, puis Capsana a pu avoir accès aussi. Puis c'est très intéressant parce qu'un peu comme les joueurs de poker, ils nous ont fait plein de suggestions, dont faire peur aux gens. Hein? C'est pas l'approche mais tu sais, ils disaient... Puis vous pourrez aller voir le poster de Gabriel qui en parle un petit peu plus. Elle est en train de terminer... un premier article là-dessus, mais il disait faites comme avec la SAC, des conduites automobiles du monde qui meurt. Là, ils voulaient qu'on fasse ça. Fait que c'est très intéressant. Parfois, les conseils qu'ils nous donnent, eh bien, c'est pas nécessairement les stratégies qui vont être prises en prévention où on dit oups, c'est pas nécessairement, ça va pas toujours de pair avec les meilleures pratiques. Mais donc, faire peur aux gens, là, c'était leur premier conseil, c'était un peu ça. Dites, c'est dangereux, puis en tout cas, vous voyez un peu le scénario, là, fait que ça. C'était quand même intéressant de voir que la campagne Pause n'a pas pris cette tangente. Non. C'est ça. Vraiment, vraiment pas, en fait, mais on s'est basé sur les meilleures pratiques en prévention des autres problématiques de dépendance pour développer finalement la campagne. Donc, on s'est dit, on va utiliser les quoi éviter, on va suivre la même lignée. Après ça, on va évaluer qu'est-ce que ça a l'air, mais le projet a 6 mois. Hein. Ça fait 6 mois que la campagne est lancée. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, mais ça fait des années que c'est en préparation, là. Mais on s'entend que c'est tout nouveau, puis il s'agit quand même d'essais-erreurs. On en est là quand même. C'est la première fois que ça se fait. Donc, faut évaluer tout ça. Mais jusqu'à date, ça se passe très bien. Donc, on a fait une offensive, en fait 2 offensives publicitaires à chaque année. C'est ce qui va être récurrent. Là, donc là, déjà maintenant, comme je mentionnais, en novembre, et on en a fait une en avril pour les 2 campagnes différentes. On a fait affaire avec une agence qui a développé tout le concept de comment on allait passer nos messages clés. Donc, finalement, puis eux, on a travaillé là, de très près. Je pense que c'était quelque chose même qu'eux n'étaient pas habitués nécessairement d'avoir des gens très présents. Et là, nous présenter quelque chose. OK, je vais aller voir les experts, puis on va revenir. Toutes ces des étapes qui n'étaient pas nécessairement habituées d'avoir. Il y avait plus carte blanche avant, mais c'était tellement important de bien adresser la situation, la problématique. Donc, c'est ça. On est très rigoureux par rapport à ça. Et on a fait de l'affichage, des animations. Je vais tout vous montrer, en fait, ce qu'on a fait. Au niveau, on est allé leur parler à travers les réseaux sociaux. On s'entend, notre cible est là, est sur Instagram. Donc, où mieux passer le message de prendre une petite pause, déconnecte-toi pour mieux te reconnaître
connecter plus tard, directement où la personne est. Donc, ça, au début, on a dû adresser l'espèce de paradoxe de parler finalement de méfaits liés à l'Internet à travers l'Internet, mais ça n'aurait pas de sens de faire des affiches imprimées puis de s'attendre à ce que les gens viennent ramasser ça à un endroit. C'était vraiment, si on voulait rejoindre le plus grand nombre possible de personnes avec ce message-là, il fallait le faire finalement où ils sont. On a fait aussi par le biais de capsules vidéo, on a utilisé aussi un site web. Pour les jeunes, ça a vraiment été pensé on a utilisé toutes les mêmes techniques de marketing qui font qu'on capte une personne, mais dans le but de leur passer de l'information de santé, de mieux-être et de promotion de la santé finalement. Donc c'est la même chose que l'agence a fait, a utilisé ces techniques-là pour créer un quiz qui allait donner un profil finalement aux jeunes, de quel type d'utilisateur le jeune est, de hyper plugué à consciemment connecté, et aussi proposer des solutions, des défis. On les a mis en défi pour que ça soit plus intéressant. Et encore une fois, tout ça a été pensé même d'un point de vue le quiz était basé sur des axes cliniques, si on veut. Et là, de tout ça, comment on peut en faire un outil plus de prise de conscience, mais quand même qui part d'une bonne base, là. Et les pistes d'action aussi, c'est quelque chose qui a été recherché, mais qu'on a fait affaire avec quelqu'un qui écrivait vraiment d'un langage plus jeune pour que ça soit plus intéressant et qui nous conseille de comment que vraiment le jeune, on veut qu'il le mette en pratique pour de vrai. On veut pas juste qu'il voit le message, là. Et tout ça, ça a donné, je vais vous donner au niveau des résultats, là, des très bons résultats, mais ça a été là, tout un travail. C'est ça. Des fois, on se rend pas compte comment on parle en tant qu'on est vieux, là, en tant que dinosaure, et puis comment le message soit transformé. Même l'agence, il y avait beaucoup de début vingtaine, mais fin vingtaine, puis il était déjà presque trop vieux pour nos 18-25. Donc, d'ajuster le message, c'était quand même très complexe. Puis on a testé aussi le quiz auprès j'étais en collaboration avec l'Université de Laval, puis il y avait une personne là-bas qui avait un comité d'étudiants, puis on l'a testé pour voir, on a pris les retours, on les a renvoyés à l'agence pour vraiment être sûr que ça allait du sens, puis que si on était pour tout mettre nos œufs quand même dans ce panier-là, mais on voulait que le message passe correctement, là, finalement, et que les défis soient téléchargeables, qu'ils s'engagent finalement à le faire. Je vais vous donner des exemples des défis après. Donc, une stratégie de relations publiques aussi on s'est dit, on va pas utiliser une stratégie plus traditionnelle. Puis ça a été aussi de convaincre les gens qu'à la place d'utiliser le traditionnel, on va aller vers des influenceurs. Parce que les influenceurs parlent directement aux jeunes. Donc, si on veut passer un message, c'est sûr qu'il y a toujours l'espèce de risque. L'influenceur, il adapte son message à sa personnalité, à son style. Donc, il peut avoir un risque, mais en même temps, on a été très chanceux. Puis on a eu même Stéphanie Harvey, qui est en fait une joueuse, une gamer, qui sur Twitch a fait le quiz, a montré ça à ses auditeurs, en tout cas, les gens qui la suivent, à ses abonnés, c'est ça, je cherchais le terme. Moi, j'en ai beaucoup appris sur Instagram, puis toutes ces choses-là, les influenceurs et tout ça. Puis une chance que dans notre équipe, on a une jeune fille de 23 ans, puis elle savait, elle les connaissait toutes, puis on va aller chercher cette personne-là, puis cette personne-là. Mais ça a vraiment, encore une fois, l'engagement avec ces vidéos-là. Si on avait fait des capsules, puis on les avait juste mis en ligne, on l'a vu en fait avec certaines qu'on a faites, ça donnait pas autant de résultats, tandis que ceux que les influenceurs faisaient, on avait un engagement de personnes qui venaient écrire « Je suis allée faire le quiz, j'ai eu tel résultat, j'en reviens pas, blablabla », puis ça avait, c'était 8% d'engagement, puis ça, c'est vraiment élevé, en fait, à comparer à la plupart des vidéos qui sont sur YouTube. Donc, encore une fois, c'est une stratégie qui a vraiment porté fruit. Puis en fait, les influenceurs étaient des deux genres, c'est-à-dire qu'il y a eu des influenceurs femmes puis garçons, parce qu'en fait, on voulait justement pas juste cibler Facebook, Instagram, tout ça, parce que c'est pas ce monde-là qui vient en traitement. En fait, le travail qu'on a fait beaucoup avec le comité d'experts, dont il y avait Jean-François Biron de la santé publique, Myriam Laventure de l'Université de Sherbrooke, Anne-Élisabeth Lapointe de la Maison Jean Lapointe, il m'en manque, je pense, Sylvie Gagnon. Oui, c'est ça. Vous connaissez Sylvie, de la Noret. Et donc, on essayait de dire, oui, mais il faut vraiment s'assurer que ceux qui nous inquiètent le plus, nos gamers, ben, il y a une résonance aussi. Donc, ça ne peut pas juste être des filles sur Instagram, tout ça, puis qu'on parle juste de Facebook, puis c'est pas là le problème. Oui, c'est sûr que ce soit des feux jaunes, mais c'est pas ça qui nous inquiète. C'est nos gamers qui sont dans les MMORPG. Fait qu'il faut qu'il y ait un message qui les cible également aussi pour s'assurer qu'on fait de la prévention aussi au bon groupe de personnes. Puis là, on avait le défi de trouver un nom de campagne, en fait, qui
qui devait parler à la cible, encore une fois, devait dire le message. Et là, ils nous ont présenté ça, pause, et on a fait « wow, OK, c'est parfait, c'est bilingue, ça dit tout. Ça dit pas « arrête, abstiens-toi, ne fais pas ça », ça dit juste « prends une petite pause ». Déjà là, ça rappelle en fait le geste qu'on aimerait ça que tu fasses, puis que le jeune fasse et qui amène de l'équilibre. Et là, l'adresse pose ton écran, c'était parfait. On allait utiliser finalement ce logo-là. Et de ça a découlé plein de... oups, c'est vrai, il faut que j'utilise ça. Plein de visuels, OK? Comme je disais, les visuels ont été... Il y en a, sont vraiment... Ils ont amené ça, ils ont fait une présentation il n'y a pas longtemps, et c'est très audacieux aussi. Hein? Ils nous ont présenté des visuels, il y en a qu'on a fait comme « ça passera pas ». Il y en a d'autres qu'on a fait « bon, on va aller se battre avec le sage parce qu'il faut que ça passe », parce qu'on s'entend que si on veut être crédible aux yeux des jeunes, ben c'est de la manière qu'il faut parler. Donc, un moment donné, là, il faut... puis on est allé chercher des listes de justifications qui faisait qu'on devait adopter. Juste de faire passer le mot « scroller » au secrétariat de la jeunesse, c'était quand même assez difficile, OK? Mais si on veut parler aux jeunes d'un sujet, puis on utilise d'autres termes, je m'en rappelle plus, là, mais il y avait vraiment un terme pour ça, puis c'était ridicule. On va utiliser le terme qui se serve, puis c'est « scroller », puis « swipe » à gauche, puis à droite, puis c'est ça les termes. Donc, tout ça a été pensé, finalement. Donc, c'est un exemple. On a essayé de toucher encore une fois à toutes les différentes utilisations des écrans. Donc, que ce soit le binge-watching, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit juste l'utilisation du cellulaire versus d'autres écrans. Le streaming. Le streaming, c'est ça, exactement. Donc, on a utilisé Mark Zuckerberg, les notifications, le droit d'honneur, faire passer ça. Ça, ici, on s'est dit, on va les éduquer aussi sur ce que c'est le faux mot, dans le fond. Donc, pour moi, avoir peur du faux mot, il y avait des jeux de mots. Il y en avait qui étaient en animation, j'aurais pas le temps de vous les montrer, là, mais c'était vraiment bien fait. Là. Et l'idée, encore une fois, c'était de passer, on a même utilisé des illustrateurs qui étaient connus des jeunes, donc pour que visuellement, ça soit quelque chose qui les rejoint le plus possible. Mais en fait, il faut que vous sachiez que sur le site de Pose ton écran, il y a un onglet pour les intervenants et vous pouvez tout télécharger ces aspects-là pour les maisons, puis vous pouvez écrire à Caroline aussi. Oui, même que j'ai fait ces petites cartes-là parce qu'on a fait un congrès il n'y a pas si longtemps, puis il en restait. Donc, sur ça, toute l'information des outils, des affiches et des affiches gratuites aussi qu'on a pu faire. Donc, vous pouvez directement les commander. Il y en a 4 différentes, puis les afficher dans votre milieu s'il y a des jeunes, s'il y a des parents qui sont là, parce qu'il y a 2 types d'affiches différentes. Là. Mais vous avez accès à ça, vous pouvez venir chercher le petit document après 6 septembre. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est une vidéo qu'on a faite, puis ça, c'est vraiment réel. Ça s'est passé dans le centre-ville, puis c'est quand on a lancé la campagne, on voulait vraiment passer le message clairement. Donc, on est allé dans proche de l'université Concordia, puis on a fait une diffusion sur... Parce que toutes les pathologiques sont à Concordia, mais pas dans les autres universités. J'ai fait mon bac à Concordia. Mais c'est pas un gros style, Magali. Non, c'est pas non, c'est ça. Mais il y en a 18-25 quand même à Concordia. Donc, je vais vous montrer... Donc, c'est ça. Le but, puis là, on avait pensé, parce qu'avec les campagnes qu'on faisait déjà chez Capsana, il y avait des façons de faire quand on lançait une campagne, tout ça. Mais là, on s'est dit, pour rejoindre les jeunes, ça sert à rien de faire une conférence de presse ou des affaires comme ça. Là, on va vraiment aller faire quelque chose qui va les rejoindre. En plus, on va le filmer, on va le réutiliser, on va le partager. Donc, qui dit encore le message qu'on veut dire. Et comme je disais, on a développé aussi le site web en même temps avec
Au début, initialement, pour la campagne jeune, c'était le quiz et il y avait des défis spécifiques, comme ça pouvait être quand tu vas au resto, laisse ton cellulaire sur au milieu de la table, le premier qui touche à son cellulaire doit payer la facture, ce genre d'exemple-là. Ou sinon, prends le temps de télécharger une appli comme Space qui va vraiment te dire c'est quoi ton utilisation par jour et que ça, tu sais, la moyenne des gens, c'est environ 1h45, même jusqu'à 2h. Les jeunes, souvent, c'est plus haut que ça. Donc, déjà, de se rendre compte de ça, après ça, de se fixer des objectifs, mais on l'a tout tourné en défi, comme je mentionnais, pour que ça soit le soir, de se coucher, de ne pas emmener nécessairement son cellulaire, de s'acheter un réveil matin. C'était ça le défi, finalement. Utilise un réel réveil matin, ça existe encore. C'était pour sortir le cellulaire de la chambre le plus possible. Donc, voilà. Là, maintenant, le site est rendu un site de référence pour les parents, mais on a encore le quiz, la section jeunes. On s'est rendu compte, en fait, que les jeunes ne vont pas s'asseoir pour taper de l'information. Là. Ça, en fait, on se l'était fait dire aussi par l'agence. Ce qu'on a fait, c'est que quand on faisait de l'affichage sur les réseaux sociaux, nos messages, qui étaient plus percutants, mais si tu cliquais, ça t'emmenait directement vers le quiz. Et là, le quiz t'emmenait vers les défis qui étaient téléchargeables directement sur ton téléphone pour savoir finalement quelle piste d'action que tu allais prendre pour réduire ton utilisation. Et tout ça est encore faisable pour les jeunes. On a juste à les emmener directement au quiz, tandis que les parents, eux, ont besoin d'informations, avaient besoin qu'on leur explique la problématique, qu'on leur explique quel rôle prendre en tant que parent, comment établir des règles à la maison. Donc là, ça a été beaucoup plus de recherche. On a aussi créé un blog avec des publications bimensuelles pour continuer, parce qu'il y avait tellement d'informations que quand on voyait le gars qui s'occupait du site web, il était comme « Mais comment je vais tout rentrer ça? Ça n'a pas de sens. Vous devez couper. Il n'y a personne qui lit autant que ça. » C'était toujours ça les commentaires. Donc on s'est dit comment on peut continuer à passer du contenu. On va faire un blog et là, on va aller collaborer, faire des entrevues, des trucs. C'est vraiment, on est orienté sur proposer des solutions concrètes. C'est ce qu'on veut faire. Donc, pas juste, mais il fallait commencer par établir la problématique, savoir quel langage adopter, comment comprendre ça aussi, dédramatiser, comme on mentionnait, où on se situe. Tout ce qui était aussi phénomène de techniques de marketing, puis que les jeunes sont plus vulnérables. Donc, voici la raison pourquoi il faut faire quelque chose. Donc, il y avait toutes ces explications-là, mais on voulait continuer à proposer vraiment des solutions très claires, très concrètes. On a aussi fait des réseaux sociaux. Maintenant, l'Instagram, en ce moment, il est mis en veille parce qu'il a juste servi pendant le temps qu'on utilisait, on faisait passer le quiz au maximum. Sinon, on ne veut pas nécessairement continuer à publier que les gens aient là. On va s'en servir au moment fort des campagnes qui va être à peu près 5 semaines là, par année pour le volet jeune. Tandis qu'on s'est rendu compte que les parents, eux, sont plus à la recherche d'informations. Donc, on s'est dit, on va créer une communauté Facebook avec de l'information. On va partager des initiatives qui sont en lien avec le sujet ou des articles qui parlent de la santé, du sujet et tout ça, et les publications qu'on fait sur le blog actuellement. Encore une fois, c'était des essais-erreurs, améliorations. On a fait des séries de contenus. On s'est dit, on va vraiment proposer, comme là, on est en train de faire des vidéos sur comment aller éliminer les notifications. On s'est rendu compte qu'il y a certains parents qui ne savent pas nécessairement comment le faire. Donc, on fait des capsules vidéo qui expliquent comment aller nettoyer ça, comment aller enlever, régler les paramètres pour mettre, on va dire, un téléphone, que ça soit régler le fil de lumière bleue ou que ça soit le mettre en noir et blanc pour que ça soit moins attirant. Donc, on enseigne finalement comment le faire à place de juste mettre de l'information. On s'est rendu compte que c'était pas assez. Donc, c'est ça. C'est toutes des essais-erreurs tout au long de tout ça. J'en ai parlé tantôt, les influenceurs qu'on a utilisés. On s'est fait les 17 mentions qu'on a eues dans tout ce qui était RP jeune, radio étudiante ou sinon des articles dans des journaux étudiants. C'est eux qui sont venus vers nous. On les a même pas sollicités. Donc ça, c'était quand même assez impressionnant. On n'a fait aucune RP traditionnelle et eux, ils nous appelaient pour faire des entrevues pour savoir c'est quoi ça. Et ça a eu une très grande portée aussi là, auprès des jeunes. Donc, encore une fois, c'était tellement intéressant et bien fait. Je pense que ça a suscité cet intérêt-là, finalement, de la bonne manière. C'est un peu comme ce qu'il mentionnait ce matin. On peut utiliser les applications, on peut utiliser les réseaux sociaux, toutes ces choses-là pour passer des messages qui sont positifs. Il faut qu'on le fasse, en fait, en même temps que les autres font le reste. Comme on embarque dans la même petite guerre, si on veut, là, mais pour l'aspect positif.
Donc, pour ce qui est des résultats, c'est sûr que des fois, ça peut être compliqué à comprendre, mais il faut savoir que c'est des très bons résultats. Pour une nouvelle, c'est la façon très simple de dire, là, mais pour une nouvelle campagne qui rejoint la cible la plus critique en termes d'âge, là, les 18-24, c'est ceux qui, normalement, vont pas cliquer, qu'il faut vraiment que ce soit intéressant, ils vont pas aller lire, ils vont pas s'impliquer dans ce genre de choses-là, qu'on en ait 75% qui ont commencé le quiz et qui l'ont fait jusqu'à recevoir les défis. Ça, c'est vraiment impressionnant. T'sais, donc, la rétention, finalement, était là. Puis ça, comme je mentionnais, si jamais vous voulez aller voir sur le site, faire le quiz, là, moi, je vous invite à le faire. On a utilisé les swipes, on a utilisé tous les codes connus. C'est sûr que, souvent, des fois, je suis avec des personnes plus vieilles qui me disaient « Mon Dieu, c'est chaotique, il y a plein de trucs qui se passent. » Oui! Mais c'est ça. Nos jeunes sont surstimulés, donc si on voulait leur passer un message, ben il fallait le faire de cette manière-là, finalement. Donc, 23 000 visiteurs en 2 mois en partant de zéro, c'est vraiment, tout ça était très, très bon. Puis au niveau même de la notoriété, c'est des chiffres qui sont très, très positifs. Oui. Parfait. Donc, je voulais vous parler un petit peu du projet pilote. Là, c'était la première année. On vise à agrandir l'année prochaine et même l'année prochaine dans notre plan d'action que je vais vous présenter bientôt, que j'ai pas d'annonce de quoi. Mais on veut faire un appel à l'action aussi. Donc, pas juste que ça soit diffusé et sensibilisé à la situation, à l'hyperconnectivité puis aux solutions possibles, mais aussi de vraiment faire, on va dire, une journée sans écran et pour qu'on prenne à ce moment-là le temps de voir qu'est-ce que ça l'occupe comme place dans nos vies et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir quand même une saine distance finalement avec. Donc, réellement prendre une pause finalement. On va essayer d'inciter les milieux à faire ça le plus possible. En fait, c'est les milieux scolaires. Hein, oui. Le projet pilote est au milieu des milieux scolaires qui ont souhaité, il y a les universités, des cégeps, qui demandent est-ce qu'on peut faire quelque chose, puis l'équipe de Capsana a travaillé avec eux à organiser, ce sont des comités étudiants, fait des kiosques de prévention ou des journées d'activité, un peu comme dans le cadre de la semaine de la toxicomanie, là, donc de s'intégrer parfois dans ces semaines-là. La première année, ça a été encore une fois beaucoup de c'est quoi vos ressources, parce que là, on a des écoles où on a une personne qui chapeaute prévention dépendance et fait plein d'autres mandats en même temps. C'est plus difficile, et là, on va dire le Cégep du Vieux, une grosse équipe, eux ont le temps, ont la place pour faire plein de kiosques, ont le genre d'étudiants aussi qui embarquent dans ça, ont même un comité d'étudiants qui est prêt à animer le kiosque. Bon, ben super, dans ce temps-là, c'est plus facile. Donc, on est allé avec les ressources de chaque milieu, et dans le fond, moi, j'ai vraiment documenté quel milieu a fait quoi d'après leurs ressources pour pouvoir le proposer aux autres milieux aussi l'année prochaine, et que là, ça soit un petit peu plus à la carte, mais qu'est-ce qui fonctionne quand même, puis qui a eu un impact positif. Un exemple, il y avait un milieu qui a décidé de faire une fin de semaine thématique d'improvisation sur la thématique de l'hyperconnectivité et des risques. Donc, il faisait de l'impro, c'est des jokes, c'est des farces et tout ça, mais le message, il passe. Puis là, entre l'impro, il y avait une personne qui venait parler vraiment de l'aspect un petit peu plus sérieux puis des solutions qui étaient proposées sur le site. Donc, c'était une façon, encore une fois, de faire de la prévention qui était peut-être pas traditionnelle, mais qui fonctionnait aussi très bien. Donc, on est allé explorer tout ça dans cette première année-là. On a aussi fourni vraiment de l'information parce qu'on s'est rendu compte que les équipes, quand je les rencontrais au début, savaient pas comment adresser la problématique, savaient pas comment en parler, aborder le sujet, mais avaient des jeunes qui venaient les voir avec vraiment des conséquences, des expériences négatives, des choses qui se passaient, aussi de l'anxiété ou sinon des symptômes, quelque chose qui arrivait, puis eux, ils se sentaient démunis face à ça. Donc, on a vraiment créé des outils dans le but de les orienter aussi, parce qu'on se dit, on peut pas non plus venir parler d'un sujet dans un secteur, un milieu, afficher tout ça, on va susciter une discussion, et là, ça tombe à plat, parce que finalement, l'équipe qui est là, de professionnels, ne savent pas comment adresser le sujet aussi, puis eux doivent être cohérents avec les messages que nous, on envoie. Donc, on s'est dit, on va aussi les former, mais les former, on n'a pas les ressources pour aller les former, mais on pouvait au moins leur fournir l'information pour qu'ils le fassent eux-mêmes, finalement. Donc, voilà. Et ben c'est ça un peu comme ce que je viens de mentionner. Là, le but était de les sensibiliser eux, sensibiliser leurs élèves et proposer, dans le fond, diffuser les solutions, les défis à l'interne et que ça soit... mais il y a des écoles qui sont allées plus loin que ça. Il y a, mais je cite encore le Cégep du Vieux, mais j'ai très bonne relation avec eux autres. Puis il y a une équipe dans la technique en travail social qui ont vraiment monté une activité de prévention en 4 volets différents et ils l'ont fait avec
avec des classes comme en pratique eux-mêmes et tout ça. Moi, j'étais allée évaluer ça, j'ai pris plein de notes, j'étais comme oh my god, c'est super, ça me donne du jus pour pouvoir essayer de faire quelque chose avec ça et d'offrir des possibilités finalement à d'autres milieux qui n'ont pas nécessairement les ressources pour faire ces essais-là finalement à l'interne. Donc, on est allé faire une évaluation aussi. On voulait avoir un temps zéro. Donc, avant même qu'on ait diffusé la campagne de prévention, c'était quoi les habitudes numériques des 18-24? On voulait avoir de l'information. Donc, on avait un budget pour faire ça. Et aussi, développer le questionnaire avec Magali, finalement, pour vraiment qu'on ait... Parce qu'on doit faire une évaluation d'impact, de notoriété et tout ça. Mais on voulait vraiment savoir, finalement, c'était quoi les habitudes et le faire aussi en post-campagne, donc dans un deuxième temps, et que Magali ait ces données-là, donc au-delà que ce que Léger a pu analyser, que Magali puisse aller beaucoup, et son équipe, aller beaucoup plus loin finalement dans qu'est-ce que c'est que les habitudes des 18-24 et comment que nous, on peut utiliser ça pour mieux adapter notre approche préventive finalement. Donc, je vais vous donner quelques petits... Oui, c'est ça. En fait, c'est sûr qu'on a tenté d'avoir un poste parce que c'est pour dire que les habitudes ont changé. Bien, il faut quand même savoir comment ils étaient avant. Puis les 18-24, c'est une des populations qu'on n'avait pas données. On avait les 14-17, mais on n'avait jamais eu les 18-24. Donc, c'était vraiment intéressant de voir les résultats que l'on a. Donc, il y a eu un résultat pré puis un post. Donc, il y avait 600 personnes à chacun des fois. Donc, la moyenne d'heures par semaine, elle était à peu près à aux alentours de 25 heures, là, si on additionne, si on multiplie par ça. Mais peut-être que ce que je veux juste attirer votre attention, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, puis je veux que Caroline vous parle un petit peu de l'autre aspect. Donc, excusez-moi, il y a 46% d'entre eux qui considèrent que leur utilisation nuit un peu à leur relation interpersonnelle. À vrai dire, on va voir des résultats un peu plus fins parce qu'on essayait de dire, oui, mais un peu, c'est quoi un peu? Donc, on a essayé de séparer moyennement beaucoup versus un peu pas du tout. Donc, en fait, c'est la première préoccupation des jeunes de 18-25, c'est sur leur santé et leur sommeil, en fait. Et donc, on s'est dit, c'est pas tant sur les relations interpersonnelles pour lequel ceux qui ont répondu à ce panel web-là, ça les préoccupe, mais beaucoup sur l'aspect santé. Puis je me disais, ça nous donne quand même une idée pour peut-être, quand on travaille avec eux en clinique, d'aborder aussi cet aspect-là, parce que ça fait partie de leurs priorités et pas uniquement juste l'aspect interpersonnel. Peut-être juste cette petite donnée-là en rouge, on leur demandait, est-ce que vous pensez que votre utilisation est problématique? Puis on a 28% qui pensent que c'est moyennement ou beaucoup problématique. Puis dans beaucoup, là, c'est entre 6 et 8%. Alors on pense que nos vrais feux rouges seraient à 1 ou 2%. Donc, comment se fait-il qu'on a comme au moins 4 fois plus de personnes qui se disent beaucoup préoccupées ou qui pensent que c'est beaucoup un problème? Ça va être un autre sujet d'étude où il va vraiment falloir faire des entrevues qualitatives pour voir comment se fait-il que les gens sont si critiques ou sont si inquiets se préoccupent autant de leur utilisation d'Internet. Il y avait toutes sortes de motivations qu'on leur a posé la question. Donc, pourquoi y allez-vous? Puis à peu près tout le monde y va pour se désennuyer. Donc ça discrimine pas beaucoup. Puis même pour passer le temps, puis pour fuir, c'est des taux tellement élevés qu'il va vraiment falloir avoir des questions plus fines parce que ça ne nous dit rien pour l'instant. Et en fait, ce qui est plus intéressant, parce que là, on est dans une campagne pause, c'est de voir les stratégies qu'ils ont utilisées. On n'avait pas de questionnaire, donc on a inventé un tout petit peu là, mais on avait 59% qui prenaient des pauses sans écran. 43% disaient qu'ils prenaient parfois dire « OK, je n'utiliserai pas mon téléphone pendant le repas ». Puis, faire d'autres activités pour meubler mon temps libre, ça fait pas partie des choses qu'ils font beaucoup. Puis, de se dire, moi, ce matin, je touche pas à mon appareil avant 9 heures. Ça non plus. Ça, c'est vraiment, le soir, ils peuvent limiter un peu. Donc, 22%, donc à peu près le quart disent, OK, je vais arrêter d'y toucher, mettons 1 ou 2 heures avant de me coucher. Donc, on a le quart des 18-25 pour qui ils vont l'essayer, mais c'est pas... Donc, si vous avez envie d'en savoir le plus, c'est juste un teaser. Vous irez voir Mia qui en parle un petit peu plus. Puis on pourra en discuter plus longtemps parce qu'il y a l'autre volet que je veux absolument que Caroline vous parle. Oups! Pardon. Le dernier volet qui est le volet pour les parents.
Ah oui, ok, c'est ça. que tu Mais voulais parler. c'est ça qu'on a skippé un petit peu. Ah. Mais en fait, ça, c'est des données vraiment. Ben, c'est ça. J'avais des données préliminaires par rapport à leur habitude parce qu'on a fait exactement la même chose aussi auprès des parents. Comment eux voyaient leurs propres habitudes numériques et comment ils identifiaient s'il y avait une problématique ou non chez les jeunes. Et voici, Mais en fait, excusez-moi, voici la campagne parents, là, c'est le père, c'est le fils, qui a eu lieu, elle est vraiment très belle, qui a eu lieu il y a 3 semaines, c'est ça, exactement. Donc, je vais vous inviter tout simplement, si vous voulez venir chercher ça aussi à la fin, vous allez avoir toute l'information pour la campagne parents aussi. Comme je disais, il y a beaucoup plus d'informations qui est dirigée vers les parents. Et pour tous les intervenants, il y a vraiment une trousse complète que vous pouvez avoir pour faire la promotion de pistes précises avec les parents qui veulent encadrer l'utilisation à la maison, mais qui ne savent pas nécessairement comment le faire. Puis en fait, les parents, les médias plus traditionnels ont été utilisés, donc une autre stratégie pour les rejoindre. Oui, exactement. Donc, avec des publicités qui ont été faites vraiment avec des humains, qui était la façon plus de rejoindre et qui faisaient la promotion des repas sans écran ou des activités, donc que ça soit des jeux de société, mais de planifier des activités sans écran avec ses enfants. Donc, voilà, je ne sais pas si on a... 20 secondes pour une question. 20 secondes pour une question. C'est qui le chanceux? C'est qui? Allez-y. Ben oui. Moi, je veux juste faire un commentaire parce que j'utilise ça, je prépare les jeunes à ça chez nous, puis les parents aussi, là, de récemment. On est très à l'affût de tout ça, puis je trouve que c'est un outil merveilleux. Puis je me fais porte-parole des jeunes qu'on reçoit, puis vraiment. Bravo, hein? Merci beaucoup.